à cause de la guerre, il semble que les consommateurs israéliens soient passés à une économie d'émotions, mais les émotions ne doivent pas vous appâter lors d'un investissement financier. Nous retrouvons Daniel Guggenheim, docteur en économie, pour parler tout simplement de ce qu'il s'est passé en matière d'économie cette semaine. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Daniel, on commence peut-être avec une énigme, en tout cas avec des mots qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre en Israël. Et pourtant, si je vous dis escapisme, économie d'émotion, est-ce que la consommation des Israéliens a changé à ce point ? Oui, tout à fait. Et cette semaine, il y a eu un colloque sur le e-commerce. Lors de ce colloque, le chef de Calvisa a fait une déclaration en disant les Israéliens sont passés d'une économie de consommation de produits à une économie de consommation d'émotions. Ce que vous avez dit, le mot escapisme. C'est une notion dont on parle déjà depuis plusieurs années. D'ailleurs, qui est connue dans le monde. On voit ces dernières années qu'il y a une croissance générale de la consommation dans le monde par les cartes de crédit ou de façon générale par les de consommation générale, et que dans l'ensemble des produits c'est 8% et pour l'émotion c'est 17%. Alors, il faut quand même définir qu'est-ce que c'est qu'une consommation d'émotion, ça veut dire quoi? Oui. Alors, comme ça, les économistes expliquent la chose suivante. Vous prenez un café. Si vous le prenez dans votre maison, parce que vous avez envie du café. On a consommé un produit. Vous avez consommé un produit, c'est pas obligatoirement attaché à une émotion ou un bien-être spécial. Mais si ce café, vous le prenez dans un hôtel, au café ou un bar extrêmement prestigieux, ce qui vous restera, c'est l'émotion que vous avez sentie lorsque vous avez pris ce café. Et en vérité, ils ont remarqué d'ailleurs qu'il y a un quart maintenant de la consommation, en Israël maintenant je parle, de gens qui consomment des émotions, et ils estiment que 70% parmi ces gens qui ont maintenant consommé pour l'émotion vont vouloir avoir une meilleure émotion la prochaine fois et dépenser en plus pour avoir encore plus d'émotions. Donc en fait, depuis la guerre, on ne se console pas en consommant simplement des produits, mais on cherche une expérience consommateur différente. On a besoin de réconfort. C'est ça ce que vous êtes en train de dire. C'est ça qu'il dit. Et il dit la chose suivante. Il dit, moi, je vois qu'au début de la guerre, on le savait, on en a parlé longtemps ici, au premier trimestre de la guerre, baisse drastique de la consommation en Israël, et spécialement d'ailleurs d'achat de l'étranger, puisque les gens voyageaient aussi beaucoup moins. Et après, on assiste maintenant à une consommation chaque mois record, même plus important que ce qu'il y avait avant la guerre. Et lui, il estime que c'est dû, comme on l'a dit ici, à cette économie de consommation. Et alors, on lui a demandé, à la suite de ça, on va vous poser une question. On sait que maintenant, il y a des plateformes comme Google et autres qui essayent de vous concurrencer, qui essayent aussi de faire acheter dans leur plateforme des produits et pas obligatoirement en achetant par vos cartes. Est-ce que c'est un problème pour vous? Et il dit au contraire, moi je m'associe à ces big tech justement pour cette raison dont il vient parler. Parce qu'il dit, même au moment de l'achat, nous servons de ces plateformes-là pour qu'il y ait une émotion au moment de l'achat. Et il donne à part ça des exemples que grâce à ces hautes technologies, on a fait des cartes qui sont des cartes de l'employeur, des cartes pour enfants, des cartes pour anniversaire, je ne sais pas. Et donc, en vérité, on a remarqué que cette association avec la nouvelle technologie leur permet, grâce à cette idée qu'il y a une augmentation de la consommation pour émotion, à eux d'accroître leur chiffre d'affaires. Bon, voilà, c'est un nouveau, on va dire, une nouvelle façon de consommer. On peut comprendre ce désir de bien-être, c'est tout à fait normal vu la période que nous vivons tous. Alors, on continue avec la Banque d'Israël. A priori, 130 000 clients ont été remboursés suite à leur plainte auprès de ce bel organisme pour un montant de 33 millions de shekalim. C'est énorme. Oui, effectivement, la Banque d'Israël a publié cette semaine son rapport biannuel 2022-2023 sur ce qui se passe au niveau des plaintes des clients. Il a donné les chiffres que vous venez de donner et il a ajouté, je tiens à dire, que 30% des plaintes que nous avons eu à traiter sont des plaintes justifiées. Je dis souvent, n'hésitez pas à vous plaindre lorsqu'il y a un problème ou même à demander un renseignement, que ça soit à la banque directement, ils ont des services, ou à la Banque d'Israël parce que ça vaut le coup. Alors, ce qu'ils ont fait à part ça, ils ont voulu donner au public
applique une classification, un ordre de ceux qui étaient où c'est le mieux traité les plaintes et ceux où c'est moins bien traité. Alors eux ils disent, vu sa place, la banque Leumi, qui est une des premières banques d'Israël, a relativement moins de plaintes que la Ben Leumi, par exemple, qui est beaucoup plus petite et qui a relativement beaucoup plus de plaintes par rapport au nombre de clients qu'il a. Donc, c'est un satisfait, ils disent à ce niveau-là par rapport à la banque Leumi. Et dans la même idée, ils disent comme ça, que la banque Leumi, 97% des cas sont traités dans les 30 jours. Alors que, par exemple, la Mizrahi, seulement 40% des plaintes sont traitées dans les 30 jours. Donc, ils donnent aussi, donc, comme j'ai dit, une façon pour les gens de savoir qui sont les banques qui sont les plus agréables ou pas lorsqu'on a un problème, parce que je dis souvent, à part les commissions et autre chose, le fait d'être bien servi ou pas est important et de savoir que si on a un problème ou une plainte, qu'elle sera vite traitée. Maintenant, ils disent qu'il y a 10 000 plaintes par an. Alors, ils disent aussi, nous, en tant que Banque d'Israël, nous avons fait ce qu'on appelle des amendes. Parce que, en dehors du remboursement dont nous avons parlé, nous avons nous-mêmes fait des amendes aux clients, aux banques, pour les punir. Et ils disent, là où nous avons fait, par exemple, près de 3 millions de shekels, il faut le savoir, lorsque on a une mashkanta, et qu'on fait ce qu'on appelle en hébreu mirzu mashkanta, ça veut dire qu'on veut changer la mashkanta, que ça soit au niveau des taux d'intérêt qu'on paye, ou au niveau de combien d'années on veut en plus. Dans beaucoup de cas, lorsqu'on fait cette opération-là, on n'a pas besoin de payer des commissions à ces banques hypothécaires. On sera dans un nouveau système, mais ce n'est pas obligatoirement le cause de devoir payer pour ça une amala en hébreu, une commission. Or, ils se sont rendus compte que dans beaucoup de cas, les banques de mashkantaot, donc les banques hypothécaires, même dans ce cas-là, dans le cas où ils n'ont pas le droit, où c'est pas fixé comme ça, prennent des commissions. Et là, ils ont puni ces banques-là de 3 millions de shekels. Donc, il faut faire attention lorsque vous, par exemple, vous devez, comme je le dis, refaire de l'ordre dans votre mashkanta et vous voulez changer. Si oui ou non, vous devez payer des commissions ou pas, puisqu'on voit que c'était un problème des dernières années. Bon, bah ça c'est au moins on sera informé. On continue avec une petite mise en garde pour ceux qui sont, on va dire, fans des placements alternatifs. Attention, la compagnie immobilière Parsenal est en grande difficulté. Alors donc, est-ce que certains de leurs épargnants vont payer les pots cassés ? Oui. Souvent, vous voyez dans la presse, ou même vous pouvez être démarché pour investir, placer votre argent, surtout lorsque quelqu'un quitte son travail ou tout d'un coup un héritage, par des gens qui vous proposent des fois des placements qui paraissent très intéressants. Très intéressants. Et la première chose que je dis dans ces cas-là, il faut se méfier, parce que souvent il n'y a pas de miracle. Si on vous propose des intérêts très importants ou une rentabilité possible très importante, c'est qu'il y a un cash dedans. Et alors, donc cette société personnelle, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est spécialisée dans l'investissement de projets immobiliers, rénovation urbaine. En hébreu, Itrachut Ironit. C'est quelque chose qu'on voit qui est très important en Israël, et c'est bien que ça se fasse. Et souvent, il faut le dire, ceux qui veulent faire ça, les promoteurs, ont un problème de financement. Pourquoi ? Parce que les banques leur donnent des financements suivant l'avancée du projet. Et donc, au début, lorsqu'ils veulent commencer, souvent, c'est très difficile pour eux d'avoir ce qu'on appelle l'ivui bancaï en hébreu, c'est-à-dire que la banque accepte de financer ce projet. Donc, ils se tournent vers les investisseurs privés. Maintenant, tout cet ensemble-là, cet investissement, n'a aucune régulation. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de limite de gens qui peuvent investir dedans. Là, il s'agit en l'occurrence de 700 investisseurs à qui on avait dit qu'il y avait une dizaine de projets et on leur avait dit la chose suivante. Sachez que votre argent à vous, que vous allez être placé, sera sur un projet chacun sur un projet différent. Alors, c'est à vous. On vous dira, par exemple, vous avez un projet qui est terminé en tant d'années. D'ailleurs, ils disent eux qu'ils ont terminé 2 projets. Il leur reste encore une dizaine à terminer et que les gens pouvaient choisir en fonction de ça. Et on leur a dit, votre argent sera réservé dans ce qu'on appelle en hébreu cheshbon emanout, c'est-à-dire un compte de fidélité. Et donc, sur avocat, etc. Donc, il n'y aura pas de problème que votre argent sera mélangé à un autre. Or, il s'est avéré que c'est faux, qu'ils n'ont pas respecté ça, ils ont mélangé l'argent des clients. Ça, c'est quelque chose qui est certain. Maintenant, il y a quelques semaines de ça, ils ont annoncé à leurs clients,
voilà, nous avons des difficultés. Qu'est-ce qu'ils avaient promis? Ils avaient promis, puisque j'ai dit c'est mirobolant, ils avaient promis aux gens, à l'époque, ça a commencé en 2019, où les taux d'intérêt étaient très faibles. Ils ont promis 7% par an. De rentabilité. De rentabilité, comme un intérêt que je vous paye. Or, 7% à l'époque, quand vous aviez un dépôt, vous deviez avoir 2%, d'accord? Maintenant, d'ailleurs, les nouveaux clients, pour vous donner un exemple, ils leur proposent, ou ils leur proposaient il y a quelques mois, Prime, ça veut dire 6% à peu près, plus 3%. Donc, on est presque de 10%. Donc, c'est bien, beaucoup mieux que n'importe quel placement, le double d'un placement en banque, en vérité. Et donc, ça, c'était alléchant. Mais, il disait en plus, nous allons chaque mois te payer des intérêts. C'est-à-dire, et donc les gens, c'est formidable pour eux. Ça leur permettait d'avoir chaque mois, en plus de l'argent, quelqu'un qui sort d'un boulot. Je peux comprendre ça. Ils se disent, oui, bien sûr. Je pourrais compléter ce que j'ai pas de mon boulot. Ils ont fait confiance. Et ils ont dit, il y a comme toutes les choses qu'on a dit, et donc ils ont pensé le faire. Maintenant, donc il s'agit de 1,5 milliard de shekels que les gens ont investi là-dedans. Donc c'est beaucoup d'argent. Et alors, est-ce que les gens seront remboursés ou pas? Je ne sais pas, et on ne sait pas en quelle partie. Donc pour l'instant, ils ne leur payent pas les intérêts, et donc les gens doivent commencer à craindre pour leur investissement, et on les comprend. On le sait, Daniel, c'est l'été, et les Israéliens, malgré la situation, aiment voyager. Donc les compagnies israéliennes sont débordées, évidemment, et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles font voyager leurs clients sur d'autres compagnies un peu moins chères. Ils louent des avions, je crois, et donc forcément les conditions de voyage sont pas top. Oui, tout à fait. Vous avez bien, comme d'habitude, exposé le problème. Et il faut expliquer d'ailleurs pourquoi ça se fait comme ça. Pour une compagnie aérienne, c'est pas seulement l'israélienne d'ailleurs, ce n'est pas rentable d'avoir une flotte aérienne toute l'année pour ce qui va se passer en été. Comme vous l'avez dit, il y a depuis juin, juillet, enfin je sais pas, jusqu'aux fêtes, etc. Il y a beaucoup plus de gens qui voyagent que d'habitude. Ils vont pas tenir pour ça toute l'année, et des avions et des équipages d'ailleurs, ou des assurances pour tout ça. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils louent, comme vous l'avez dit, ce service-là à des compagnies. Maintenant, pour les Israéliens, je parle donc, c'est les trois d'ailleurs qui font ça. El Al, Arkia, Israël. Il y a une qui fait ça avec une compagnie hongroise, une bulgare, une tchèque, donc c'est pas extraordinaire d'abord. Et donc il y a problème, c'est que les avions qu'ils louent. Mais les billets sont toujours aussi chers. Tout à fait. Vous payez ça comme un billet de El Al. Et on vous fait voyager dans un avion qui est souvent très ancien. Les gens se disent, bon, je vais voyager chez El Al. Alors, des fois, ces avions sont coloriés d'ailleurs aux couleurs de El Al. Des fois, ils ont le temps, des fois, ils n'ont pas le temps. Mais des fois, on voit que c'est tout à fait un autre avion que ce qu'on nous avait promis, et beaucoup moins agréable. Et il y a aussi un problème du tsevet, de l'équipage qui est dedans. Je ne sais pas pour les religieux d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cache-route, parce que quand on voyage dans El Al, tout est cachère. Non, mais je pense que quand même, je ne sais pas, je me demande, les gens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez demandé. Les gens, quand je parle de ça, est-ce que il y a un moyen de le savoir? D'abord, il y a dans le billet marqué, lorsque en haut il y a une remarque, quand vous faites la commande à El Al ou à une de ces compagnies, et votre voyager par la compagnie, c'est-à-dire c'est El Al qui fait ça, mais ça sera de la compagnie un tel que vous voyagez. C'est quand même indiqué. Des fois c'est indiqué, mais même des fois quand ce n'est pas indiqué, c'est pas une preuve que vous l'aurez pas, parce que des fois à la dernière minute, qu'est-ce qu'on peut faire? El Al n'a pas de possibilité ou une autre compagnie de se ranger autrement, et donc ils peuvent changer au dernier moment cette idée-là. Alors, est-ce que le consommateur a un moyen d'agir ou pas du tout? Alors, encore une fois, il peut agir au niveau de la commande s'il voit ça tout de suite. Il y a aussi une chose qui est encore plus, d'ailleurs, encore plus évidente, on appelle ça code share. C'est-à-dire, c'est un code qui vous dit au début, sachez que, en vérité, vous achetez par El Al, mais ça peut être n'importe quelle compagnie. Là, c'est encore plus patent, plus évident. Alors, d'abord, on peut, si on voit cette chose-là, comme je vous dis, le premier renseignement ou le deuxième, décider ou pas si on veut le faire. Et la troisième chose, c'est peut-être se plaindre, c'est-à-dire d'une certaine façon... faire remonter l'information auprès des et comme la presse le fait, peut-être il y aura un changement à ce niveau-là, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il faut mieux prévenir que guérir. Non, mais ça c'est sûr, on vous en remercie, Daniel, on vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Merci beaucoup.